tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, qu'est-ce qu'un meuble durable? Qui de mieux placé pour nous répondre que le géant de l'ameublement IKEA? En plateau, le directeur du développement durable IKEA France. Nous discuterons avec lui de l'engagement environnemental de la marque et de l'importance d'avoir un intérieur propre et durable. En parlant d'intérieur, dans notre débat RSE aujourd'hui, zoom sur la qualité de l'air de nos intérieurs, 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Comment expliquer ces chiffres et surtout quelles sont les solutions pour mieux le purifier? Nous poserons ces questions à nos deux experts. Enfin, notre bonne idée du jour est celle de Claire Tournefier, fondatrice et directrice du développement de l'association Rejouer, le principe récolter et rénover des jouets pour leur donner une seconde vie. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'invité du jour. Notre premier invité est Pierre Derris, directeur du développement durable d'IKEA France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. IKEA, leader mondial incontesté de la vente de meubles, malgré leur nom imprononçable. Bon, ça, c'était pour la petite blague. On va parler bien sûr aujourd'hui de vos engagements RSE. J'aimerais d'abord avoir votre définition d'un mobilier durable, d'un mobilier responsable. Mobilier durable, un mobilier responsable, c'est un mobilier déjà qui répond à un usage. Paradoxalement, c'est vrai qu'il faut, et on souhaite, nous, IKEA, avoir des meubles qui sont fonctionnels, voilà, mais qui sont aussi esthétiques, et c'est vrai que l'on veut abordables. Et là, cette notion de facilité d'utilisation, d'esthétique qui rentre bien dans la pièce de la maison que l'on a choisie, mais aussi le fait que ça soit pas cher, ce sont les premiers éléments constitutifs de cette approche-là. Mais c'est vrai qu'on y ajoute la qualité, on y ajoute la durabilité, et pas uniquement dans dans une approche un petit peu conceptuelle, mais aussi au quotidien. On veut que nos produits soient durables. Et c'est vrai que, par exemple, depuis quelques années, on vend beaucoup de produits d'occasion. C'est vrai que c'est une mode aujourd'hui qui est bienvenue, mais c'est vrai que nous le faisons depuis longtemps. Depuis 60 ans, par exemple, nous avons dans tous nos établissements, dans tous nos magasins, juste avant la ligne de caisse, à droite ou à gauche, une zone qui fait 300, 400 mètres carrés. Et depuis 60 ans, nous y vendons des meubles de seconde main. On va en parler, encore moins cher. De votre branche économie circulaire, seconde main, deuxième vie du mobilier. Vous parliez tout à l'heure de nouveaux usages. On peut aussi parler peut-être de nouveaux matériaux quand on parle aujourd'hui d'un meuble durable aussi. Alors, les nouveaux matériaux, c'est surtout des matériaux qui, je dirais qui deviennent unique pour fabriquer un produit. Je m'explique, c'est vrai que la notion de recyclabilité d'un produit est très importante. Et donc le fait de ne pas mélanger trop de matériaux sur un même produit est une première garantie de pouvoir ensuite le démanteler et ensuite le recycler si nécessaire. La qualité du produit, le fait qu'il puisse avoir une seconde vie est également en soi un élément clé. Et donc que ce soit la conception de nos produits, le fait qu'ils soient quand on prend une commode, nous essayons d'avoir des commodes qui sont en bois et nous essayons, et nous y arrivons, à avoir des commodes qui sont uniquement en bois et où il n'y a pas d'éléments de plastique, par exemple, pas d'autres éléments ou d'autres matériaux qui perturbent ensuite le cycle, soit de prolonger la vie du produit, soit de démantèlement et donc de recyclage. Pierre Derris, est-ce qu'on peut parler véritablement de remise en question du secteur du mobilier, de l'ameublement? Est-ce que vous l'avez senti à un moment qu'il fallait en effet prendre les devants et s'investir beaucoup plus, s'engager beaucoup plus sur cette question-là? Oui, et c'est une remise en question qui est générale, bien sûr. Je pense que ce n'est pas uniquement le secteur du meuble, c'est tout le monde réfléchit à ces sujets-là. Si on regarde sur les 20 dernières années, les deux constantes qui sont transverses pour toutes les entreprises, ce sont la digitalisation, c'est-à-dire que depuis les années 2000, l'informatique, aujourd'hui le digital, touche tous les métiers de l'entreprise, mais aussi touche la relation entre l'entreprise, la marque, et puis ses clients. Et la seconde constante ou valeur, c'est tout ce qui est développement durable. C'est-à-dire le fait qu'on s'inscrive dans une démarche qui n'est pas uniquement une démarche de relation pour vendre, mais aussi une démarche de confiance qui fasse que la marque et ses clients soient
associés sur soit des valeurs communes, soit que la marque prenne les valeurs qui sont les valeurs les plus, je dirais, les plus ambitieuses sur ce sujet. Il y a un aspect de sensibilisation aussi. Donc, et donc la sensibilisation, exactement, devient, je dirais, une part très très forte de notre responsabilité. Mais pour répondre à votre question initiale, c'est vrai que ces deux critères, la digitalisation et le développement durable, font que beaucoup de modèles économiques sont secoués depuis une vingtaine d'années également, année après année. Le e-commerce prend une part importante de ce que nous faisons chez IKEA, mais beaucoup d'entreprises, pas seulement la nôtre, et que nous sommes obligés de tenir compte à la fois de ces grands aspects transverses que sont le développement durable, la digitalisation, et de voir l'impact que l'un et l'autre ont sur le modèle économique. En associant les trois, c'est vrai qu'on arrive à une solution que l'on veut pérenne. Et c'est, je pense, la meilleure réponse. Quand on va sur le site internet d'IKEA, Pierre Derys, en effet, on voit de plus en plus, donc, je ne sais pas, quelques exemples. J'ai vu des armoires de cuisine fabriquées en bouteilles plastiques recyclées, voilà, oui. C'en est un. Oui. Des accessoires écologiques en bambou. Ça, ce sont des produits très précis. Qu'en est-il de la durabilité des 99 produits, 99% de produits restants sur la gamme IKEA? 60% de nos produits sont fabriqués en bois, ce qui veut dire que l'on a, je dirais, une approche très pragmatique du sujet. Depuis très longtemps, le bois est pour nous très important. Donc il est depuis, je dirais, l'approvisionnement en bois a été pour nous la priorité de notre action, de notre démarche. Depuis cette année, janvier 2021, on a pu communiquer que 99% de notre bois est soit d'origine certifiée, soit utilise du bois recyclé, des sources recyclées. Donc on met tout en œuvre pour avec le bois, je dirais, avoir une démarche qui est positive en matière climatique. On utilise donc de moins en moins de plastique. Donc chaque année, on enlève des références en plastique et on les substitue, nous les remplaçons par d'autres matières premières. C'est ça qui est le plus important. Mais ce que l'on veut tout simplement, c'est qu'en 2030, l'ensemble de l'entreprise soit circulaire. C'est-à-dire que tous nos produits puissent devenir un futur produit à terme. De deux manières. Vous avez cette ambition sur 100% de vos produits d'ici 2030 ? Sur 100%. D'accord, c'est votre ambition. Oui, absolument. Vous parliez tout à l'heure, Pierre Derys, des prix, évidemment. On sait qu'aujourd'hui, un produit plus durable, plus respectueux de l'environnement coûte un peu plus cher. Comment faites-vous chez IKEA pour rester compétitif sur la question des prix ? Ça a toujours été notre Bien sûr, c'est pour ça qu'on va aussi chez vous, pour acheter des meubles pas très chers. Oui, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des produits et systématiquement cette notion de sustainability qui fait partie, ou de développement durable qui fait partie de ce qu'on appelle, nous, le design démocratique, où on parle de la fonction, on parle du prix, on parle du design du produit, de la qualité. Cette notion de développement durable est intrinsèque à la conception du produit. C'est-à-dire que systématiquement, c'est pris en compte et à la fin, je dirais, de la démarche, on a un prix qui doit être un prix bas. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu que ce soit dans l'achat et l'utilisation des produits ou dans les comportements, plus de Français en France utilisent des produits pas chers mais respectueux et où ont des comportements respectueux, meilleur est le résultat, meilleur est l'impact. Et ce qui est pour nous important, c'est véritablement cette notion d'arriver à faire bouger le plus grand nombre de personnes en même temps, et je dirais en commençant aujourd'hui. Et le prix est là véritablement porte d'entrée. D'ailleurs, sur le consommateur français, vous qui êtes en charge donc de la branche IKEA France, oui. Comment se place ce consommateur français sur l'appétence pour des biens mobiliers durables par rapport peut-être à d'autres pays européens? Dites-nous comment le consommateur français réagit. Eh bien, paradoxalement, on fait partie des consommateurs les plus exigeants en Europe et même dans le monde. Les dernières infos que l'on a sur le sujet, les études que l'on a conduites en Europe montrent que 87% des Français ont envie d'avoir à la maison, pas dans le magasin, mais à la maison, des produits qui respectent tous ces engagements et qui sont surtout des produits qui vont avoir un impact positif sur le monde qui est le nôtre aujourd'hui et celui de demain.
Pierre Déris, il nous reste 2 minutes. J'avais aussi envie de vous poser la question sur l'énergie. Vous vendez aussi des panneaux solaires. Alors on s'attend bien sûr à des meubles de votre part. Des panneaux solaires, pourquoi ce choix? Le choix, c'est on est engagé dans l'utilisation des énergies renouvelables depuis de longues années, plus de 15 ans. Et ce qu'on a voulu, et c'est ça qui est important, c'est notre démarche, c'est associer le plus grand nombre à cette démarche-là. Et donc on a voulu offrir un service qui donne la possibilité aux Français d'acheter en toute confiance des panneaux solaires, de les faire installer sur leur maison et de produire à leur tour de l'énergie renouvelable. Et ce service-là, il est basé sur cet échange de confiance, celui de notre marque, mais surtout de gens avec lesquels nous sommes en partenariat, qui sont des vrais, des vrais acteurs des énergies renouvelables. Je pense à Voltalia, qui est notre partenaire, et qui donc amènent tout ce qu'ils savent faire depuis des années sur le sujet. Et nous sommes là pour essayer de convaincre le plus grand nombre possible de Français d'aller dans cette démarche. On a parlé de la conception, de la production, de la distribution. J'ai envie de vous faire dire aussi un mot sur la livraison. Comment comptez-vous atteindre votre objectif, je crois, de 0 émission d'ici à 2023 ? Je crois que c'est votre objectif. Fin 2023. Fin 2023. Absolument. Nous souhaitons et nous mettons tout en œuvre pour livrer 100% de nos clients en 0 émission. La grande partie de ces livraisons se fera par des camionnettes électriques. Un pourcentage résiduel sera fait à bicyclette avec des solutions comparables. Voilà. Et ce que l'on essaie également enfin de faire, c'est d'organiser pour les villes un peu métropole, comme c'est le cas de l'Île-de-France, d'associer des solutions complémentaires. Et donc, on teste déjà depuis quelques semaines un préacheminement par la Seine de produits, de livraison pour les clients. Et notre démarche est d'aller dans cette association. On préachemine beaucoup et le plus possible de volume par la Seine, et ensuite ce qui pollue donc beaucoup moins que des gros camions par exemple. Absolument, mais aussi ce qui limite l'encombrement dans Paris et je dirais la première couronne. Et en soi, l'addition des deux gains est très significative. Merci beaucoup Pierre Déris. Je le rappelle, vous êtes donc directeur du développement durable d'IKEA France. Merci d'avoir passé cette première partie d'émission avec nous. C'est l'heure de notre débat. On parle de qualité de l'air. Dans le débat RSE aujourd'hui, on pose la question: comment améliorer la qualité de l'air intérieur? Les Français passent 85% de leur temps dans des endroits clos, transport, bureaux, écoles, maisons, et l'air y est jusqu'à 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur à cause des matériaux d'isolation, des peintures, acariens, particules, autant de composants dangereux pour la santé, autant de bonnes raisons donc de réfléchir à améliorer l'air qu'on respire. Pour débattre avec nous aujourd'hui, Frédéric Hamel, directeur général d'Etera, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Impact. Nous accompagne également en visioconférence Marc Brévière, directeur stratégie communication et expérience client d'Aldes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous tous les deux, un spécialiste des solutions de purification. Ma première question, Frédéric Hamel, peut-être on va faire ce constat. Comment se fait-il que l'air de nos intérieurs soit aussi pollué ? Il y a plusieurs raisons. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de sources. Et puis, à l'intérieur, on est enfermé. Donc, quand une source émet un polluant, le polluant, il reste dans la maison. Et donc, à ce moment-là, il faut se rendre compte qu'il existe, parce que la pollution est invisible. Quand elle est visible, c'est très grave. On a eu des épisodes de pollution extérieure qui se voyaient en France, qui se sont vus pendant longtemps en Asie. Mais à l'intérieur, on a du mal à les soupçonner. C'est ça, on parle de pollution invisible, donc on ne la voit pas, et donc c'est là aussi où elle peut être plus dangereuse. Elle peut être plus dangereuse parce que beaucoup de polluants ne sont pas très très toxiques, certains le sont, et ceux-là, il faut vraiment être vigilant. Des composés organiques volatiles toxiques, souvent de petite taille, comme le formaldéhyde, comme le benzène ou des dérivés du benzène. Et donc ces molécules-là qui sont très difficiles à détecter, sont une problématique qu'on a du mal à appréhender. Marc Brévière, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'on pourrait même dire, je ne sais pas, quand on voit ces chiffres, c'est vrai qu'ils sont assez étonnants, est-ce qu'on peut dire que c'est un enjeu de santé publique qui est peut-être aujourd'hui encore trop pris à la légère ?
Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a trois sources essentielles de pollution dans les habitations, dans les écoles, dans les bureaux. C'est la source, je dirais, d'origine intérieure, les meubles, les peintures, comme vous le disiez, même s'il y a beaucoup de progrès ont été faits récemment. Les pollutions d'origine extérieure, parce qu'un bâtiment n'est jamais 100% étanche. Donc vous avez de l'air qui va venir de l'extérieur et s'il n'est pas filtré, les particules fines peuvent rentrer et émettre une qualité d'air inférieure. Et puis la troisième, c'est nous-mêmes, les humains, nous émettons du dioxyde de carbone, du CO2, en quantité non négligeable. Et si l'espace est peu ventilé, vous allez au bout d'un moment avoir mal à la tête, pas trouver vos mots. Et on a des phénomènes de ce type-là, quand vous atteignez des niveaux de CO2 trop élevés, un impact sur la santé qui est évident. Est-ce que ça peut aller plus loin, Marc Brévière, que des maux de tête? On peut vraiment Oui, avoir on a des maladies. Ouais. Aujourd'hui, en France, un quart de la population souffre d'allergies. Les problèmes d'asthme sont en croissance. Donc, on a vraiment ici quelque chose qui relève de la santé publique. Vous l'avez dit. On a encore en France un bâtiment sur deux qui n'est pas ventilé. Donc on a une mission, on parlait de responsabilité sociale et environnementale. Là, on est dans un sujet qui est essentiel pour la santé des occupants des bâtiments. Il est essentiel de ventiler des bâtiments. Et la rénovation des bâtiments doit se faire aussi avec l'installation de systèmes de ventilation performants. Quels sont, Frédéric Hamel, aujourd'hui les différents moyens de purifier l'air? Quelles sont les différentes solutions possibles? Alors, avant de purifier, je dirais d'améliorer la qualité de l'air. Il y a trois piliers pour améliorer la qualité de l'air. Le premier, c'est de réduire les sources. Quand on sait ce qui pollue, il faut faire tout ce qu'on peut pour réduire ces sources. Le deuxième, c'est de ventiler. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Donc, dans la plupart des cas, quand on ouvre les fenêtres, quand on met un système de ventilation qui amène de l'air frais, entre guillemets, on améliore la qualité. Et quand tout cela n'est pas suffisant, à ce moment-là, oui, une purification est utile. D'abord, il y a des bâtiments qu'on ne peut pas ventiler, en tout cas pas manuellement, parce que les fenêtres sont fermées, etc. Mais la purification de l'air est le troisième pilier qu'il faut envisager. Donc il y a d'abord des petits gestes, en effet, ne serait-ce que ouvrir ces fenêtres, c'en est un. Et ensuite, derrière, donc, il y a des solutions de purification. Ouais. Parlez-nous de la vôtre chez Etera. Alors, chez Etera, on vend des purificateurs d'air, mais on a mis aussi un média, un filtre moléculaire qui arrête le formaldéhyde, qui est le gros polluant de l'air intérieur, puisqu'on le trouve partout, et il est cancérigène. Donc ce média, c'est un matériau nanoporeux dans lequel il y a des molécules chimiques qui viennent capter ce formaldéhyde et qui le conserve dans les pores parce qu'elles ont une taille qui ne lui permet pas de repartir. Donc ça, c'est une brique technologique des purificateurs, mais sinon, tous les purificateurs marchent avec des filtres à particules qui donc vont arrêter les particules fines qu'il y a dans la pollution atmosphérique essentiellement. Qui sont efficaces à 100%, ces purificateurs? Comment ça se passe? Même si c'est efficace à 90%, de toute façon, c'est déjà bien? Alors, le niveau de filtration, c'est 99,97%. Donc, c'est un filtre qu'on appelle H13. C'est une nomenclature. Maintenant, il y a un petit peu de fuite, il y a un petit peu de perte d'efficacité, mais globalement, le test qu'on utilise pour donner la performance particulière, c'est le CADR. C'est un test qui mesure la décroissance en une heure des particules et c'est supérieur à 90%. Marc Brévière, comment faire le tri? Il y a de plus en plus d'acteurs sur ce marché des purificateurs d'air. Comment faire le tri parmi toutes ces solutions? Alors la solution, comme l'a dit l'intervenant, c'est la ventilation qui peut être couplée avec une solution de purification. Mais la ventilation qui existe depuis près de 50 ans en France est un système, une solution qui permet de renouveler la totalité de l'air d'un logement ou d'un bâtiment. On ne traite pas une pièce à la fois, on va traiter l'ensemble du bâtiment et on va amener l'air neuf de l'extérieur. Et évidemment, dans ces périodes de pandémie, on a vu à quel point il était important de ventiler les intérieurs. Une étude a montré que
un espace non ventilé est 10 fois plus dangereux, en quelque sorte. Hein. La propagation du SARS-CoV-2 de la Covid est multipliée par 10 dans un espace non ventilé. Donc la solution qui est aujourd'hui obligatoire dans les bâtiments neufs, c'est la ventilation. Et encore une fois, le marché de la rénovation est essentiel, puisque un bâtiment sur deux n'est pas ventilé. Donc il s'agit de ventiler ces bâtiments, ne serait-ce que pour, au-delà des pandémies, de réduire le risque de contamination, de propagation d'un air de mauvaise qualité. Vous parliez de cette crise, en effet, Marc Brévière. Est-ce que, selon vous, elle aura finalement permis une prise de conscience plus forte sur cette question ? Oui, certainement. Nous avons des clients qui nous demandent des solutions toujours plus performantes, exigeantes, avec des niveaux de filtration qui sont plus élevés. On le citait tout à l'heure, nous sommes globalement sur des solutions de purification, de ventilation, avec des performances qui sont très élevées. Et clairement, on a une prise de conscience beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années autour de la qualité d'air. On parle de manger bio, manger sain. On parle maintenant de plus en plus de respirer sain. Ça va avec. Il nous reste 30 secondes, Frédéric Hamel. Vous êtes d'accord, les enjeux de la qualité de l'air dépassent le simple, on va dire, purificateur. Il faut prendre le problème à la racine, notamment sur la rénovation, par exemple, des bâtiments. Ça aussi, c'est très important. C'est très, très important. Je pense que ce qui est aussi très important, c'est la réglementation. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent une bonne qualité de l'air, personne ne veut la payer, et comme c'est pas obligatoire, tout le monde s'en fout. C'est un petit peu le résumé. Donc il faut vraiment que les pouvoirs publics prennent conscience qu'il existe des solutions et qu'il faut le faire avec un petit peu d'intelligence pour pas ruiner la rénovation, hein, bien entendu. Avec des aides financières, avec ça, des, par oui, exemple avec des aides, mais aussi avec des réglementations qui suivent les technologies d'aujourd'hui, des mesures de paramètres en continu, des systèmes de régulation qui ne sont pas aujourd'hui obligatoires et qui, quand ils sont mis en route, peuvent générer des pertes énergétiques. Donc, enfin, il y a tout un mariage de tout ça qui doit être fait et intelligemment. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est celle de Claire Tournefier, fondatrice et directrice du développement de Rejouer, une association qui récolte et rénove les jouets pour leur donner une seconde vie. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Implantée depuis plus de 10 ans en Ile-de-France, vous rénovez en moyenne chaque année 55 000 jouets et accompagnez plus de 60 personnes. Vous venez donc nous parler aujourd'hui d'un nouveau projet. Nous allons en parler dans quelques minutes. J'aimerais juste, dans un premier temps, Claire Tournefier, que vous nous expliquiez un peu la genèse de cette association Rejouer. Comment est née cette idée ? Alors, elle est née d'un constat il y a 10 ans, le fait que j'étais bénévole à la Croix-Rouge, qu'ils en collectaient énormément et ne savaient pas comment les rénover et comment les redistribuer. Et qu'il y avait aussi un manque de structures d'insertion qui pouvaient accueillir des femmes en charge de famille pour retrouver un emploi. Donc, sur la base de ces deux constats, et puis du constat environnemental qui était quand même un énorme gâchis parce que aussi beaucoup de jouets finissent à la poubelle, que j'ai décidé de créer cette activité qui est une activité avec un triple impact social puisqu'on accompagne des personnes en insertion pour qu'elles retrouvent des conditions de vie meilleures et un travail, et puis une activité de rénovation de jouets à l'échelle maintenant quasi industrielle pour que ces jouets ne se retrouvent pas à la poubelle et qu'ils ne soient pas nuisibles pour l'environnement et qu'ils soient aussi utilisés par des enfants, notamment des enfants pauvres, puisqu'il y a en France un enfant sur 5 qui était un enfant pauvre et qui n'a pas de jouets. Donc voilà, il y a un triple impact de cette activité. Une association aux multiples facettes. Donc, expliquez-nous juste en quelques secondes comment se passe ce processus de la récolte donc à la rénovation puis à la revente des jouets. Comment ça se passe ?
Alors les jouets nous sont donnés par les citoyens, les particuliers, à travers des collectes qui sont majoritairement organisées dans les entreprises tout au long de l'année, mais avec un pic au moment de la fin de l'année et puis avant les départs en vacances. On organise aussi des collectes avec les distributeurs, avec les écoles. Donc une fois que ces collectes sont réalisées, ils sont ramenés dans notre atelier à Vitry-sur-Seine. Et là, voilà, les jouets vont passer à travers un processus par étapes. D'abord un premier tri qui est très strict sur la qualité du jouet. Est-ce qu'il a un marquage CE qui permet de savoir s'il a été mis en marché de façon conforme aux normes européennes et voir s'il n'est pas cassé, s'il n'a pas d'aspérité. On vérifie le jouet, c'est-à-dire si c'est un jouet électrique, on va ouvrir pour le capot avec les piles, on va tester la fonctionnalité du jouet. S'il passe cette étape vraiment de tri très spécifique et très qualitatif, ensuite il est réassemblé s'il manque des pièces, c'est-à-dire qu'avec par exemple des jeux de société, 2 jeux de société, 3 jeux de société, on va faire un complet. Donc il y a une vérification vraiment de l'ensemble du jouet, et ensuite s'il est vraiment complet, là on va le nettoyer. Alors le nettoyer selon son matériau, avec des machines à laver, le linge pour tout ce qui est textile, peluche, doudou et autres tapis. On va ainsi utiliser des produits écologiques bien sûr parce que les produits vont aussi dans les bouches des enfants, et donc mécaniquement en machine à laver, le linge, la vaisselle, ou ils sont lavés aussi à la main avec Claire Tournefier, le temps passe, je vais quand même vous faire réagir sur ce grand projet que vous lancez en Ile-de-France. Quel est l'objectif de ce projet? Est-ce que vous avez un objectif ciblé, très clair, des chiffres à nous donner sur le nombre de ventes d'objets récoltés que vous espérez? Alors en fait, en France, il y a 100 000 tonnes de jouets qui sont jetés par an. En Ile-de-France, il y a à peu près 22 000 tonnes. Donc nous, on souhaiterait dans ce grand projet capter beaucoup plus de gisements de jouets et leur donner une seconde vie, c'est-à-dire aussi créer de l'emploi. Donc on veut créer une plateforme de collecte et de tri mutualisée, une plateforme qui ferait à peu près 6 000 m² pour à la fois créer de l'emploi sans personnes en insertion, et aussi capter de plus en plus ces jouets, parce qu'il va y avoir une filière à responsabilité élargie des producteurs qui va être mise en œuvre en 2022. Donc les distributeurs de jouets spécialisés et non spécialisés auront l'obligation d'avoir des points de collecte pour que les consommateurs puissent donner leurs jouets. C'était très clair. Merci beaucoup Claire Tournefier d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondatrice et directrice du développement de Rejouer. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Bismart.